Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde qui poursuit les criminels les plus dangereux. Quand la police de Galveston est frappée d'horreur par un crime monstrueux, on l'a mise dans 3 sacs à ordures, puis dans un contenant et on l'a jetée du haut d'un pont. Une enfant a été rejetée sur une rive dans le golfe du Mexique. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? le FBI se mobilise. Tant d'éléments nous étaient inconnus que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils ne l'avaient pas. Comment ça, ils ne l'ont pas? Enquête. FBI. Le 29 octobre 2007, 22h30. Robert Spin pêche le flétan dans la baie de Galveston. Le vent se lève, l'eau s'agite. Incapable de voir les poissons, il se dirige à 1,5 km au sud de l'endroit où il a l'habitude de pêcher. Normalement, je ne pêche pas à cet endroit, mais je crois que ce n'est pas un hasard. Quelque chose m'a guidé là. Il coupe le moteur et jette l'ancre près d'une île inhabitée. Soudain, il aperçoit un objet incongru. Il y avait une boîte sur le rivage. Je me suis approché du bord, je suis sorti du bateau et j'ai poursuivi à pied pour voir ce que c'était. Quand je l'ai retourné, ça a fait un bruit sourd. Et j'ai tout de suite su par ce bruit que quelque chose n'allait pas. La boîte contient un sac à ordures noir. Spin le déchire et fait une découverte horrifiante. J'ai vu le soulier d'une fillette. Il appelle le 911. Galveston County Sheriff's Office? Yeah, I'm out in West Bay. I think I found a body. Il attend l'arrivée des enquêteurs du bureau du shérif du comté de Galveston. Puis les mène à l'île en bateau. Les policiers confirment que la boîte contient le corps d'un enfant. Le sergent Mike Barry se trouve à 145 km de là quand il reçoit l'appel. Randy, does it appear to be a child? It appears so. Il ne peut s'empêcher de penser à sa propre famille. J'ai 3 enfants. Ça m'affecte toujours sur le plan émotif d'enquêter sur un homicide dont la victime est un enfant. Un confrère de Mike Barry, le lieutenant Tommy Hansen, est tout aussi déterminé à savoir ce qui est arrivé à cet enfant. Peu importe le nombre d'années de métier qu'on a, les enquêtes sur les crimes contre les enfants nous atteignent toujours. On ne s'y fait jamais. Ça nous bouleverse, mais on se ressaisit et on se met au travail. Les adjoints du shérif cherchent des éléments de preuve sur l'île. Mais les indices sont rares. Quelqu'un aurait-il tué l'enfant? Ou sa mort est-elle le résultat d'un triste accident? Les policiers se tournent vers le médecin légiste en chef, Stephen Postelnick. Le docteur Postelnick examine le corps et détermine qu'il s'agit d'un enfant de sexe féminin âgé de 2 à 5 ans. Il fournit un autre renseignement troublant. Sa mort était presque certainement provoquée. La fillette est décédée d'un traumatisme crânien. Ce n'est pas le type de blessure qui résulte d'une chute accidentelle. Les enfants tombent tout le temps. Dans ce cas-ci, il y avait eu impact à grande vitesse derrière la tête. Alors il ne s'agissait pas d'une simple chute. Elle avait été poussée ou jetée.
Les enquêteurs en déduisent qu'ils sont à la recherche d'un tueur, peut-être d'un prédateur. Mais on ne trouve aucune preuve génétique sur le corps de l'enfant, et ils ignorent jusqu'à son nom. Avant de trouver le tueur, il leur faut trouver la famille de la fillette. On doit associer un nom à la victime. Une fois son identité connue, on pourra peut-être déterminer qui était la dernière personne dans sa compagnie. Le bureau du shérif de Galveston est conscient qu'en raison du peu de pistes à suivre, ils auront besoin d'assistance. Ils font appel aux spécialistes des crimes contre les enfants, le FBI. L'agent spécial Don Gay travaille dans la région de Galveston depuis plusieurs années. Il est le candidat tout désigné pour diriger cette affaire délicate. Comme je connaissais bien la région et les gens, mon superviseur m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai répondu « Absolument. Moi-même, je suis père. » Je me suis demandé qui aurait pu faire ça à cette petite fille pour ensuite la jeter comme on le ferait avec un tas d'ordures. L'agent Benjamin Stone, qui a souvent enquêté sur des crimes contre les enfants, est aussi affecté à l'affaire. Il a pour tâche de découvrir de quel état la fillette est originaire et comment elle s'est retrouvée dans la baie de Galveston. L'agent Stone consulte la garde côtière afin de déterminer si la boîte aurait été jetée d'un pont ou d'un bateau. Les théories quant à son identité allaient dans toutes les directions. On essayait d'abord de déterminer d'où on s'était débarrassé de son corps. Mais il est presque impossible pour la garde côtière de désigner un emplacement précis. Le canal de Houston est le lieu d'un important trafic maritime international. Alors en théorie, elle aurait pu venir de n'importe où au monde. Et c'était ça notre point de départ. Les enquêteurs savent que la famille de la fillette doit la rechercher désespérément. Ils consultent une base de données de personnes disparues dans la région, mais ne trouvent aucune entrée correspondant à leur victime. Ils décident de faire appel aux médias pour diffuser l'affaire à l'échelle internationale. Le bureau du shérif peut se charger des pistes et des renseignements provenant de la région de Houston et Galveston, mais la portée du FBI peut s'étendre au monde entier. Il nous fallait l'aide des médias pour faire connaître notre victime. Qui était-elle? On lançait un appel chargé d'émotions. Une dessinatrice de portraits robots donne un visage à la mystérieuse jeune fille. Il s'agirait d'une fillette mignonne, aux yeux bleus et aux cheveux blonds de taille moyenne, vêtue d'une jupe et d'un gilet rose et de chaussures de tennis mauve. Les autorités surnomment la jeune victime Baby Grace. Dans le cadre d'une conférence de presse, le bureau du shérif montre la minuscule chaussure trouvée avec le corps de Baby Grace. Ils exhortent les gens à communiquer tout renseignement. Les enquêteurs espèrent que quelqu'un, quelque part, reconnaîtra la petite fille. Si on arrivait à savoir son nom, il y avait de bonnes chances de découvrir qui était impliqué dans l'affaire. Personne ne peut éliminer une enfant de la sorte sans que quelqu'un soit au courant de quelque chose. « 48 heures se sont écoulées depuis la découverte dans la baie de Galveston du corps d'une fillette non identifiée surnommée Baby Grace par la police. Les agents du FBI et le bureau du shérif du comté de Galveston travaillent avec acharnement pour découvrir son identité et pourquoi elle a été tuée. Traumatisme crânien. Avait-elle été maltraitée, victime de violence? La voie navigable de Galveston étant très achalandée, le corps pourrait provenir de n'importe où au monde.
Any way you look at it, we carry a piece of her with us. En vue d'obtenir des renseignements, on diffuse à l'échelle du pays un portrait robot de bébé Grace. Avec succès. Baby Grace hotline. Okay, and your name, please? En 24 heures, ils reçoivent des centaines d'appels de membres de famille inquiets que bébé Grace soit une proche disparue. Des appels au sujet d'enfants disparus, de procès pour garde d'enfants. Je n'ai pas vu ma petite fille depuis 2 ans. Ou des gens qui affirmaient que bébé Grace ressemblait à une enfant de leur voisinage qu'ils n'avaient pas vue depuis plusieurs mois. Ce qui m'a le plus frappé, ça a été de voir le nombre de jeunes filles blondes de 2 ans portées disparues. Le 2 novembre, les enquêteurs font le suivi d'un appel provenant de Lamarck, non loin de là. Un homme prétend qu'une fillette ressemblant à bébé Grace vivait en face de chez lui jusqu'à ce que la famille déménage brusquement en plein milieu de la nuit. Les policiers pénètrent dans la maison. Ils y trouvent des vêtements et des chaussures d'enfants qui pourraient aller à bébé Grace. Mais la famille manque à l'appel. La police suit cette piste. Entre-temps, la gérante d'un motel de la région les informe d'une autre piste possible. Un couple a loué une chambre, mais cette dernière est restée inoccupée pendant plus d'1 semaine. C'était un comportement suspect de la part d'un couple qui possédait des articles pour enfants, mais les occupants des chambres voisines n'avaient jamais vu d'enfants. Le personnel du motel a trouvé des vêtements de fillette et la photographie d'une enfant qui ressemble à bébé Grace. Les enquêteurs foncent sur cette piste et réussissent à retrouver le couple. Mais leur enfant n'est pas bébé Grace. La piste s'avère infructueuse. Les policiers retrouvent aussi la famille dénoncée par un voisin. Mais encore une fois, c'est une fausse alarme. Les enquêteurs se retrouvent à la case départ et il leur reste des centaines d'appels à vérifier. Il fallait étudier chacun d'eux. Rien ne permettait de conclure qu'un certain renseignement était le bon. On procède à l'analyse d'ADN de familles de tout le pays qui attendent anxieusement de savoir si bébé Grace est leur petite fille. On nous signalait des centaines de pistes et il fallait toutes les suivre jusqu'à leur aboutissement logique. Certaines paraissaient prometteuses au départ, mais finissaient par nous mener à une impasse. Le FBI reçoit même un appel d'autorité situé à 8000 km de là. Elle croit que leur victime pourrait être Madeleine McCann, une jeune Britannique de 4 ans, kidnappée dans sa chambre en mai dernier, alors qu'elle était en vacances au Portugal avec ses parents. Cette affaire a fait les manchettes et les autorités portugaises désespèrent de trouver une piste viable. J'ai communiqué avec notre attaché juridique pour l'Espagne et le Portugal, qui nous a fait parvenir un échantillon d'ADN. Mais l'ADN de Madeleine ne correspond pas à celui de bébé Grace. Pas plus que celui des autres. Tant d'éléments nous étaient inconnus que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais la chance semble tourner lorsque 2 pêcheurs appellent pour donner des renseignements. Quelques jours avant la découverte du corps de bébé Grace, ils pêchaient dans la baie de Galveston quand quelque chose leur apparut suspect. Ces 2 messieurs pêchaient à une rampe de mise à l'eau à Hitchcock quand ils ont remarqué un bateau remorqué par une voiture d'un ancien modèle jusqu'à une rampe avant d'être mis à l'eau. L'homme et la femme n'avaient aucun équipement de pêche, mais un contenant bleu se trouvait à bord. Ils se sont dirigés vers le large pour revenir environ 1 heure plus tard.
Les deux pêcheurs ont remarqué qu'au retour du couple, la femme était en larmes. Et le contenant bleu n'y était plus. Qui est ce couple mystérieux? Et qu'est-il arrivé au contenant? Les enquêteurs se lancent dans une recherche effrénée. Mais les pêcheurs n'ont pas retenu le numéro de la plaque d'immatriculation. Le bureau du shérif fouille toutes les rues dans un périmètre de 500 km² pour retrouver la voiture du couple. On a effectué de la surveillance dans 4 communautés en vue de trouver un véhicule correspondant à la description. Mais en vain. Anxieux, les enquêteurs poursuivent leur recherche du couple. Une occasion se présente. Un service commémoratif pour Baby Grace a lieu à Galveston. Les agents se rendent à la veille à la chandelle dans l'espoir que le ou les tueurs seront parmi la foule. Était-il possible que les auteurs de cet horrible crime se présentent? Oui. L'un des pêcheurs assiste aussi à la cérémonie. Il reconnaîtra peut-être le couple. Le sergent Mike Barry repère une femme dans la foule. J'ai remarqué qu'une dame semblait particulièrement investie dans la cérémonie. Son comportement se démarquait. Le sergent Barry demande au pêcheur si elle ressemble à la femme en question. Il a dit que c'était fort possible que ce soit la femme du bateau. Les enquêteurs s'apprêtent à la suivre et à noter le numéro de sa plaque d'immatriculation. Mais avant qu'ils aient le temps de se mobiliser, elle disparaît. Serait-ce cette mystérieuse femme qui aurait tué Baby Grace? Les agents sont déterminés à la trouver, dans l'espoir que justice soit faite. On remuerait ciel et terre pour l'identifier et connaître le vrai nom de Baby Grace. Le 7 novembre 2007. 9 jours après la découverte du corps d'une fillette non identifiée surnommée Baby Grace, les autorités travaillent jour et nuit pour retrouver la famille de l'enfant. L'enquête connaissait des hauts et des bas, des véritables montagnes russes. Il nous fallait rester concentrés sur l'objectif et considérer chaque piste qui se présentait. Ils ont 300 pistes, mais aucune n'est concluante. Les agents commencent à croire qu'il pourrait y avoir une raison terrifiante. Le ou la coupable était peut-être de la famille, puisque personne n'était à sa recherche. Souvent, quand une mère tue un enfant, elle se débarrasse de son corps dans l'eau. Ça aurait aussi pu être le petit ami de la mère ou le père. Les policiers croient maintenant que la petite fille a été tuée par ses parents. Ils sont anxieux de trouver l'énigmatique femme que 2 pêcheurs ont vu transporter un contenant mystérieux au large de la baie et revenir les mains vides. Elle a été aperçue de nouveau lors d'une veille pour Baby Grace, mais est disparue avant que les agents aient eu la chance de lui parler. On a suivi cette piste pendant plusieurs semaines, car on jugeait qu'on n'en avait pas de meilleure. Mais leur recherche s'avère stérile. Les enquêteurs émettent une autre hypothèse. La femme et son compagnon ont peut-être découvert le corps de Baby Grace par hasard et s'en sont débarrassés sous l'effet de la peur. On croyait que le couple du bateau aurait trouvé le contenant et, croyant qu'il s'agissait de matériel de pêche, l'aurait rapporté chez eux. En voyant ce qu'il renfermait, ils s'en seraient débarrassés sur le champ. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches. À 2400 km de là, à Mentor, dans l'Ohio, Cheryl Sawyers, 47 ans,
surfe sur Internet quand elle tombe sur l'histoire de bébé Grace. Je n'ai pas prêté beaucoup attention au portrait robot, jusqu'à ce que je clique dessus. Les vêtements de la fillette, un haut et une jupe rose avec des tennis mauves, attirent son attention. Cela lui rappelle un ensemble qu'elle a offert à sa petite fille de 2 ans, Riley Ann. Ce n'était pas tellement le portrait robot. Oui, ça lui ressemblait avec les boucles blondes. Mais ce qu'elle portait, j'achetais tous les vêtements de Riley. Riley a longtemps habité avec Cheryl, mais cette dernière ne l'a pas vue depuis des mois. La mère de Riley, Kimberly Trenner, était en litige avec le fils de Cheryl, Robert, concernant la garde de leur fille. Puis elle est disparue soudainement avec Riley. Elles ont levé les pattes. On n'était même pas au courant que Kimberly avait déménagé. Plus tard, les Sawyers ont appris que Kim avait épousé un homme nommé Royce Ziegler et qu'ils étaient déménagés avec Riley au Texas. Je suis allée chercher Riley à leur maison sur Tall Oaks, mais il n'y avait personne. Cheryl apprend sur le site web que le corps de bébé Grace a été trouvé à Galveston, au Texas, près de Houston, où Riley vient de déménager. Baby Grace hotline. All right, calm down, man. Bien que Cheryl doute que bébé Grace soit sa petite fille, elle décide d'appeler la ligne d'urgence. And how long has it been since you've seen her last? J'ai appelé et je leur ai demandé d'envoyer quelqu'un vérifier si ma petite fille allait bien. Le 10 novembre, les enquêteurs dépêchent un agent à la maison où vit Riley avec sa mère, Kim, et son beau-père, Royce Ziegler. Peu après l'arrivée de l'enquêteur, la voiture de Royce Ziegler s'arrête dans l'entrée. Il s'identifie rapidement et affirme que Riley ne vit plus là. Me and my wife are in the process of moving in with my parents. And you have a daughter, Riley Sawyers? Yes. Where's Riley now? Il prétend que Riley est sous la garde des services de protection de l'enfance de l'Ohio suite à des allégations d'abus sexuels. What are you doing? Hey, you can't just take her. There must be something I can do. Ma'am! And where is Riley now? La mère de Riley, Kimberly, confirme les propos de Royce et télécopie une lettre des services de protection de l'enfance à cet effet. Mais les autorités entretiennent des soupçons. Tout agent de la paix saurait que selon la pratique officielle, ce sont les services de protection de l'enfance du Texas et non ceux de l'Ohio qui auraient obtenu la garde de Riley. Ils communiquent avec les services de protection de l'enfance de l'Ohio pour savoir s'ils ont la garde de Riley Ann. On a communiqué avec eux et ils ont nié avoir la garde de l'enfant et même avoir envoyé une lettre aux parents. Il n'y a eu aucune ordonnance de garde et pour nous, ça sonnait l'alarme. Il y avait anguille sous roche. Le bureau du shérif de Galveston informe Cheryl Sawyers que sa petite fille adorée, Riley Ann, n'est pas avec sa mère et son beau-père et qu'on ignore où elle se trouve. Ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils ne l'avaient pas. Comment ça, ils ne l'ont pas? En quête de réponse, Cheryl appelle Royce Ziegler. J'ai appelé une première fois pour demander où était ma petite fille, et Royce a raccroché. J'ai rappelé une deuxième fois et j'ai répété « Où est ma petite fille ?» Il a répondu « On pourrait vous poser la même question. »
avant de raccrocher. J'étais abasourdi. Les autorités sont de plus en plus inquiètes et commencent à se demander si Baby Grace ne serait pas Riley Ann Sawyers. L'une des hypothèses qu'on avait formulées dans le cadre de l'enquête, c'est que le ou la coupable pourrait être membre de la famille. Quand on s'est mis à chercher la petite Sawyers, tout est rapidement devenu plus clair. Les enquêteurs demandent une ordonnance de prélèvement d'ADN de la mère de Riley. Mais ils sont à la recherche d'un parent qui a tué son enfant. Et les proches de Kimberly, y compris Robert, le père de Riley, trouvent inconcevable qu'elle aurait pu faire du mal à sa fille. Elle ne lui a même jamais donné de fessée. C'était une bonne mère. Je ne pouvais pas croire qu'elle était coupable. Je me disais qu'ils avaient simplement caché Riley parce qu'ils ne voulaient plus qu'on la voie. Robert Sawyers a rencontré Kimberly à l'école secondaire en 2004. Ils sont devenus amis en classe d'éducation physique. On est devenus plus proches parce qu'on était les deux élèves les plus lents du cours d'éducation physique. On bavardait en se promenant. C'est comme ça que ça a commencé. Kim était une bonne élève, tranquille et intelligente. Elle recherchait l'amour. Sa relation avec Robert est vite devenue sérieuse. À 15 ans, elle a appris avec bonheur qu'elle était enceinte. Elle a mieux pris la nouvelle de sa grossesse que moi. Elle était plus enthousiaste que moi au départ. Le jeune couple a passé une nuit à choisir le nom de leur futur enfant. On s'est entendu pour un prénom irlandais. Et comme on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, on a choisi Riley, car ça convenait aux deux. La naissance de Riley Ann a été un événement heureux. Une expérience chargée d'émotions. Quand j'ai vu Riley pour la première fois, j'étais au 7e ciel. J'étais au comble du bonheur. Quand Riley a atteint l'âge de 3 mois, elle et Kim ont emménagé avec Robert et Cheryl. Comme Kim se sentait dépassée par ses études, c'est surtout Cheryl qui prenait soin du bébé. Je l'emmenais dans les boutiques de vêtements et je lui demandais « Lequel veux-tu, Riley ?» En général, c'était rose ou mauve. Presque toute sa garde-robe était rose et mauve. Après un certain temps, l'amour au sein du couple s'essouffle. Kim s'occupait de Riley, mais la plupart du temps, elle se ruait vers l'ordinateur. Kim se distanciait de Robert. Elle passait des heures à jouer à des jeux en ligne et à clavarder. Elle n'était là qu'à moitié. Je ne saurais même pas vous dire ce qui a changé dans notre relation. All you do all day is play on the computer. You don't care about me or Riley. What are you talking about? Yes, I do care about you guys. La transition ne s'est pas faite en douceur. Un jour, tout allait bien, et le lendemain, bang, fini. Je n'ai rien vu venir. Peu après, Robert quittait la maison, mais il voyait Riley fréquemment. C'était la fille à son papa. L'hiver, on s'amusait souvent ensemble dans la neige. L'été, on allait au parc. Quand je n'étais pas au travail, j'étais avec elle. Kim a continué de vivre avec Cheryl Sawyers, mais elle était en mal d'amour. Elle a entamé une relation intense avec Royce Ziegler, qu'elle avait rencontré sur Internet. Elle m'a dit qu'elle avait un petit ami. Je lui ai demandé qui c'était. Quand elle m'a dit qu'il vivait au Texas, je lui ai dit « Mais comment fais-tu pour entretenir une relation avec quelqu'un qui se trouve à 2400 km d'ici ?» En 2007, Kimberly a quitté la maison de Cheryl.
Cette dernière a continué de voir Riley Ann régulièrement, jusqu'à ce qu'elle et Kim disparaissent soudainement. J'ignorais où elles étaient, si ma petite fille allait bien. Ça m'a bouleversée. La perdre si soudainement après l'avoir vue tous les jours pendant 2 ans. Plus tard, Cheryl a appris que Kim et Riley étaient déménagés au Texas, à l'insu de tous. Elle avait épousé en douce son amoureux virtuel, Royce Ziegler. Désespérée de revoir Riley, Cheryl engage un avocat pour retrouver Kim et obtenir un droit de visite. Mais ses lettres demeurent sans réponse. Cheryl n'a plus jamais revu sa petite fille. Avec le recul, la situation ne laissait rien présager de bon. All right. Come on, sweetie. Quatre semaines après la découverte du corps de bébé Grace, le sergent Barry et le lieutenant Henson sont appelés au poste pour rencontrer Kimberly et son avocat. Ils ont besoin d'un échantillon d'ADN et s'attendent à ce qu'elle consente au prélèvement de cellules de la joue. Mais Kimberly se met à parler et leur offre bien plus. Riley is baby Grace. Riley is baby Grace? I'm positive. You know, show me. Kim se met à raconter ce qui est arrivé à Riley Ann. C'est un récit horrifiant qui débute avec Royce Ziegler. Riley, what is up with all that racket in there? Selon Kim, Royce avait pris l'habitude de discipliner sévèrement Riley. Discipline works when I'm at home. But when it's you and Riley, you aren't doing it right. Elle affirme que le 25 juillet, Royce s'était montré exaspéré face à ce qu'il considérait comme un mauvais comportement de l'enfant. He decided to stay home from work. He really wanted to stay home and make sure I was disciplining Riley. Riley, when you want something you ask me, I have. He said, we need to break her. Riley, I thought I told you to ask before taking things. She screamed. She had a belt whooping. She got her head shoved into a pillow. Kim affirme que plus tard dans la journée, elle a participé au sévice pour faire plaisir à son mari. He wanted me to shove her head underwater. And I found myself doing that and hitting her with the belt because that's what he was doing. It just seemed like it went on and on and on. À un moment donné, ils se sont arrêtés pour donner de l'acétaminophène à la petite et mettre de la glace sur ses plaies. During this, she said, I love you. And it stopped for a brief moment. She said that to who? She had said that to me. I think she had said that to him. Mais la violence s'est poursuivie jusqu'à ce que Riley Ann s'écroule. I could just feel her going cold. And we had a heating pad on her. Because we thought she was so cold from the ice. He died in my arms. Kimberly ajoute qu'il n'a jamais été question d'appeler le 911. Ils se sont tout de suite rendus au magasin acheter des sacs à ordures noirs, une boîte en plastique bleu et d'autres fournitures. Ils ont lavé Riley avec de l'eau de Javel pour détruire toute trace d'ADN. Ils ont placé son corps dans la boîte
et l'ont laissé dans le garage pendant presque 2 mois pour qu'il se décompose avec la chaleur de l'été. One night he decided that we needed to get rid of it. He really ideally wanted to keep it there, but it was starting to smell in the heat. I was an emotional wreck because I knew my daughter is dead in that box in that storage shed right there. And he decided it would be better if we took and moved. En pleine nuit, ils ont roulé jusqu'à Galveston et ont jeté le corps du haut d'un pont. Les enquêteurs restent muets d'horreur suite à ce récit. Comment une mère peut-elle rester là à regarder sa fille se faire battre? La plupart des gens donneraient leur vie pour sauver leur enfant. Ça illustre une espèce de mépris pour la vie humaine qui m'échappe complètement. Il leur faut maintenant savoir si Kim dit la vérité et agir rapidement. Après ses aveux, elle ajoute que Royce Ziegler a tenté de se suicider quelques jours plus tôt. Selon Kim, il avoue dans une lettre de suicide être coupable de ce meurtre brutal. Qui sait ce qui arrivera si les agents ne mettent pas la main sur lui rapidement? On ne voulait pas qu'il se fasse du mal à lui ou à quiconque. Le 23 novembre 2007, au grand étonnement des enquêteurs, Kimberly Trenner révèle qu'elle et son mari, Royce Ziegler, ont battu à mort la jeune Riley Ann Sawyers. It looked like she didn't have control over her legs anymore. So he held her for a little bit and he tried to get her to stand a couple more times. But she couldn't. Kimberly dit aux enquêteurs que Royce est suicidaire et qu'il a écrit une lettre dans laquelle il avoue le crime monstrueux. Les agents se précipitent vers sa maison et sont soulagés de le trouver en vie et prêt à parler. Quand Kimberly nous a informé de son état mental et qu'il était suicidaire, on a compris qu'il fallait l'avoir en garde à vue au plus vite. Après son arrestation, Royce relate les faits, mais son récit est bien différent de celui de Kimberly. What day did you take off sick? I took off sick like a Wednesday. That's right. And you took off sick that day. Right. That's right. And you stayed home that day. I was in bed the entire time. Royce prétend qu'il dormait quand il a entendu Kim crier après Riley. Il serait sorti de sa chambre et aurait découvert Riley dans un état pitoyable. Royce rejette le blâme sur Kim. Les enquêteurs veulent savoir qui dit la vérité. Les agents du FBI et les enquêteurs du bureau du shérif fouillent la maison du couple. Dans l'ordinateur de Kimberly, ils découvrent une lettre falsifiée des services de protection de l'enfance. Plusieurs éléments nous ont permis de déterminer qu'elle avait été falsifiée. D'abord, notre intuition. Ensuite, on a réussi à récupérer les codes graphiques de la lettre, lesquels confirmaient qu'elle avait été rédigée sur cet ordinateur-là. Non loin de là, dans un espace d'entreposage, les enquêteurs trouvent la lettre de suicide. Selon le libellé, Royce semble reconnaître être coupable du meurtre de Riley. Le laboratoire du FBI confirme qu'elle a été écrite de la main de Royce. On découvre aussi une liste de règlements que Royce a rédigés à l'intention de la fillette de 2 ans. Pour la procureure adjointe Kayla Allen, il est clair que Royce ne comprenait rien aux jeunes enfants. Ce sont des règlements typiques, il n'y a rien d'alarmant là. Ce qui est alarmant, ce sont ses méthodes pour les faire respecter. Ces séances de discipline, c'était de la pure violence envers une enfant.
Ça dépasse toutes les normes relatives à la discipline. En dépit des preuves accablantes contre Royce, les procureurs décident d'inculper Royce et Kimberly de meurtre qualifié. Elle ne lui a jamais dit d'arrêter. Elle n'a pas appelé le 911. Elle n'a pas dit « c'est mon enfant, je m'occupe d'elle ». Elle a participé au crime. Cheryl et Robert Sawyers sont bouleversés d'apprendre que Kim a participé au meurtre de Riley. Je ne saurais vous dire ce que je ressentais. J'étais complètement engourdi. J'ai tout gardé en moi. Je n'étais plus moi-même. J'éprouvais un sentiment d'horreur. J'ignore toujours pourquoi elle l'a laissé faire. Ça me surprend. Il ne m'est jamais venu à l'idée qu'elle aurait pu mettre le bébé en danger. Les spécialistes sont d'avis que Kim n'a pas mis fin à la violence de peur de perdre Royce. Elle aimait sa vie. Il était son prince charmant. Elle était allée le retrouver au Texas où il commençait une nouvelle vie. Elle ne voulait pas tout perdre, même si ça signifiait se débarrasser de Riley. Mais à leurs yeux, Kimberly n'en est pas moins coupable. Selon moi, si deux individus sont capables de torturer une enfant pendant une journée entière, ce sont des monstres tous les deux. Ça n'a pas empêché Kimberly de tomber de nouveau enceinte. Plus d'un seront choqués d'apprendre qu'elle donne naissance à un fils en prison alors qu'elle attend son procès. Royce lui a dit que les forces de l'ordre seraient plus clémentes envers elle si elle était enceinte. Mais le jury n'est pas dupe. Le 2 février 2009, Kim est reconnu coupable de meurtre qualifié et condamné à la prison à vie. Plus tard la même année, Royce Ziegler est reconnu coupable de meurtre qualifié et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Des membres de la famille ont la garde de leur fils. À ce jour, l'agent spécial Ben Stone conserve une photo de Riley sur son bureau. Je ne veux pas oublier ce qui lui est arrivé. Une petite fille de 2 ans, toute souriante sur les photos, a été victime d'une tragédie. Je la conserve sur mon bureau pour me souvenir qu'au moins, on a pu résoudre cette affaire. L'île de Galveston, où on a trouvé le corps de Riley Ann Sawyers, a été renommée l'île de Riley. Elle a été enterrée à Mentor, dans l'Ohio, sa ville natale. Le sergent Mike Barry, l'agent spécial du FBI Don Gay et 2 autres enquêteurs ont porté son cercueil jusqu'à sa dernière demeure. J'étais ému et honoré qu'on me demande de porter son cercueil. J'ai presque l'impression que ça relève de Dieu. Le seul moyen d'accepter sa mort, c'était de savoir qu'il se trouve en un lieu meilleur. Malgré la grande tristesse de la chose, c'était gratifiant, en bout de ligne, de l'avoir ramenée à sa grand-mère et de savoir qu'elle aurait un enterrement respectable. Depuis, Robert Sawyers s'est remarié et a 2 fils. C'est grâce à son épouse Catherine et à ses enfants qu'il s'en est sorti. Tous les jours, je remercie le ciel pour ma femme et mes 2 fils. Je ne sais pas ce qu'il adviendrait de moi sans eux. Mais il pleure toujours sa petite fille. On a vécu 2 belles années ensemble, mais ce n'est pas assez. Elle était adorable. Je l'aimais à mourir, comme jamais je n'aimerais personne, à part mes 2 fils. Cheryl Sawyers souffre toujours de la perte de son unique petite fille. Aujourd'hui,
elle distribue des bracelets avec l'inscription Riley afin de sensibiliser la population à la violence faite aux enfants. Je ne veux pas que quiconque ait à vivre ce qu'on a vécu. Et aucun enfant ne devrait souffrir comme Riley. J'espère qu'en faisant connaître son histoire, les jeunes parents réfléchiront par 2 fois avant de frapper leur enfant. Une dessinatrice de portraits robots donne un visage à la mystérieuse jeune fille. Il s'agirait d'une fillette mignonne, aux yeux bleus et aux cheveux blonds de taille moyenne, vêtue d'une jupe et d'un gilet rose et de chaussures de tennis mauve. Les autorités surnomment la jeune victime Baby Grace. Dans le cadre d'une conférence de presse, le bureau du shérif montre la minuscule chaussure trouvée avec le corps de Baby Grace. Ils exhortent les gens à communiquer tout renseignement. Les enquêteurs espèrent que quelqu'un, quelque part, reconnaîtra la petite fille. Si on arrivait à savoir son nom, il y avait de bonnes chances de découvrir qui était impliqué dans l'affaire. Personne ne peut éliminer une enfant de la sorte sans que quelqu'un soit au courant de quelque chose. « 48 heures se sont écoulées depuis la découverte dans la baie de Galveston du corps d'une fillette non identifiée surnommée Baby Grace par la police. Les agents du FBI et le bureau du shérif du comté de Galveston travaillent avec acharnement pour découvrir son identité et pourquoi elle a été tuée. Traumatisme crânien. Avait-elle été maltraitée, victime de violence? La voie navigable de Galveston étant très achalandée, le corps pourrait provenir de n'importe où au monde. Any way you look at it, we carry a piece of her with us. En vue d'obtenir des renseignements, on diffuse à l'échelle du pays un portrait robot de Baby Grace. Avec succès. Baby Grace hotline. Okay, and your name, please? En 24 heures, ils reçoivent des centaines d'appels de membres de famille inquiets que Baby Grace soit une proche disparue. Des appels au sujet d'enfants disparus, de procès pour garde d'enfants. Je n'ai pas vu ma petite fille depuis 2 ans. Ou des gens qui affirmaient que Baby Grace ressemblait à une enfant de leur voisinage qu'ils n'avaient pas vue depuis plusieurs mois. Ce qui m'a le plus frappé, ça a été de voir le nombre de jeunes filles blondes de 2 ans portées disparues. Le 2 novembre, les enquêteurs font le suivi d'un appel provenant de Lamarck, non loin de là. Un homme prétend qu'une fillette ressemblant à Baby Grace vivait en face de chez lui jusqu'à ce que la famille déménage brusquement en plein milieu de la nuit. Les policiers pénètrent dans la maison. Ils y trouvent des vêtements et des chaussures d'enfants qui pourraient aller à Baby Grace. Mais la famille manque à l'appel. La police suit cette piste. Le FBI est l'organisme de l'application de la loi le plus sophistiqué au monde qui poursuit les criminels les plus dangereux. Quand la police de Galveston est frappée d'horreur par un crime monstrueux, on l'a mise dans 3 sacs à ordures, puis dans un contenant et on l'a jetée du haut d'un pont. Une enfant a été rejetée sur une rive dans le golfe du Mexique. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Le FBI se mobilise.
Tant d'éléments nous étaient inconnus que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils ne l'avaient pas. Comment ça, ils ne l'ont pas? Enquête. FBI. Le 29 octobre 2007, 22h30. Robert Spin pêche le flétan dans la baie de Galveston. Le vent se lève, l'eau s'agite. Incapable de voir les poissons, il se dirige à 1,5 km au sud de l'endroit où il a l'habitude de pêcher. Normalement, je ne pêche pas à cet endroit, mais je crois que ce n'est pas un hasard. Quelque chose m'a guidé là. Il coupe le moteur et jette l'ancre près d'une île inhabitée. Soudain, il aperçoit un objet incongru. Il y avait une boîte sur le rivage. Je me suis approché du bord, je suis sorti du bateau et j'ai poursuivi à pied pour voir ce que c'était. Quand je l'ai retourné, ça a fait un bruit sourd. Et j'ai tout de suite su par ce bruit que quelque chose n'allait pas. La boîte contient un sac à ordures noir. Spin le déchire et fait une découverte horrifiante. J'ai vu le soulier d'une fillette. Il appelle le 911. Galveston County Sheriff's Office. Yeah, I'm out in West Bay. I think I found the body. Il attend l'arrivée des enquêteurs du bureau du shérif du comté de Galveston. Puis les mène à l'île en bateau. Les policiers confirment que la boîte contient le corps d'un enfant. Le sergent Mike Barry se trouve à 145 km de là quand il reçoit l'appel. Randy, does it appear to be a child? It appears so. Il ne peut s'empêcher de penser à sa propre famille. J'ai 3 enfants. Ça m'affecte toujours sur le plan émotif d'enquêter sur un homicide dont la victime est un enfant. Un confrère de Mike Barry, le lieutenant Tommy Hansen, est tout aussi déterminé à savoir ce qui est arrivé à cet enfant. Peu importe le nombre d'années de métier qu'on a, les enquêtes sur les crimes contre les enfants nous atteignent toujours. On ne s'y fait jamais. Ça nous bouleverse, mais on se ressaisit et on se met au travail. Les adjoints du shérif cherchent des éléments de... Entre-temps, la gérante d'un motel de la région les informe d'une autre piste possible. Un couple a loué une chambre, mais cette dernière est restée inoccupée pendant plus d'1 semaine. C'était un comportement suspect de la part d'un couple qui possédait des articles pour enfants. Mais les occupants des chambres voisines n'avaient jamais vu d'enfants. Le personnel du motel a trouvé des vêtements de fillette et la photographie d'une enfant qui ressemble à bébé Grace. Les enquêteurs foncent sur cette piste et réussissent à retrouver le couple. Mais leur enfant n'est pas bébé Grace. La piste s'avère infructueuse. Les policiers retrouvent aussi la famille dénoncée par un voisin. Mais encore une fois, c'est une fausse alarme. Les enquêteurs se retrouvent à la case départ et il leur reste des centaines d'appels à vérifier. Il fallait étudier chacun d'eux. Rien ne permettait de conclure qu'un certain renseignement était le bon. On procède à l'analyse d'ADN de familles de tout le pays qui attendent anxieusement de savoir si bébé Grace est leur petite fille. On nous signalait des centaines de pistes, et il fallait toutes les suivre jusqu'à leur aboutissement logique. Certaines paraissaient prometteuses au départ, mais finissaient par nous mener à une impasse.
Le FBI reçoit même un appel d'autorité situé à 8000 km de là. Elle croit que leur victime pourrait être Madeleine McCann, une jeune Britannique de 4 ans, kidnappée dans sa chambre en mai dernier, alors qu'elle était en vacances au Portugal avec ses parents. Cette affaire a fait les manchettes, et les autorités portugaises désespèrent de trouver une piste viable. J'ai communiqué avec notre attaché juridique pour l'Espagne et le Portugal, qui nous a fait parvenir un échantillon d'ADN. Mais l'ADN de Madeleine ne correspond pas à celui de Baby Grace. Pas plus que celui des autres. Tant d'éléments nous étaient inconnus que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais la chance semble tourner lorsque 2 pêcheurs appellent pour donner des renseignements. Quelques jours avant la découverte du corps de Baby Grace, ils pêchaient dans la baie de Galveston quand quelque chose leur a paru suspect. Ces 2 messieurs pêchaient à une rampe de mise à l'eau à Hitchcock quand ils ont remarqué un bateau remorqué par une voiture d'un ancien modèle jusqu'à une rampe avant d'être mis à l'eau. L'homme et la femme n'avaient aucun équipement de pêche, mais un contenant bleu se trouvait à bord. Ils se sont dirigés vers le large pour revenir environ 1 heure plus tard. Les 2 pêcheurs ont remarqué qu'au retour du couple, la femme était en larmes. Et le contenant bleu n'y était plus. Qui est ce couple mystérieux? Et qu'est-il arrivé au contenant? Les enquêteurs se lancent dans une recherche effrénée. Mais les pêcheurs n'ont pas retenu le numéro de la plaque d'immatriculation. Le bureau du shérif fouille toutes les rues dans un périmètre de 500 km² pour retrouver la voiture du couple. On a effectué de la surveillance dans 4 communautés en vue de trouver un véhicule correspondant à la description. Mais en vain. Anxieux, les enquêteurs poursuivent leur recherche du couple. Une occasion se présente. Un service commémoratif pour Baby Grace a lieu à Galveston. Les agents se rendent à la veille à la chandelle dans l'espoir que le ou les tueurs seront parmi la foule. Était-il possible que les auteurs de cet horrible crime se présentent? Oui. L'un des pêcheurs assiste aussi à la cérémonie. Il reconnaîtra peut-être le couple. Le sergent Mike Barry repère une femme dans la foule. J'ai remarqué qu'une dame semblait particulièrement investie dans la cérémonie. Son comportement se démarquait. Le sergent Barry demande au pêcheur si elle ressemble à la femme en question. Il a dit que c'était fort possible que ce soit la femme du bateau. Les enquêteurs s'apprêtent à la suivre et à noter le numéro de sa plaque d'immatriculation. Mais avant qu'ils aient le temps de se mobiliser, elle disparaît. Serait-ce cette mystérieuse femme qui aurait tué Baby Grace? Les agents sont déterminés à la trouver, dans l'espoir que justice soit faite. On remuerait ciel et terre pour l'identifier et connaître le vrai nom de Baby Grace. Le 7 novembre 2007. 9 jours après la découverte du corps d'une fillette non identifiée surnommée Baby Grace, les autorités travaillent jour et nuit pour retrouver la famille de l'enfant. L'enquête connaissait des hauts et des bas, des véritables montagnes russes. Il nous fallait rester concentrés sur l'objectif et considérer chaque piste qui se présentait. Ils ont 300 pistes.
Mais aucune n'est concluante. Les agents commencent à croire qu'il pourrait y avoir une raison terrifiante. Le ou la coupable était peut-être de la famille, puisque personne n'était à sa recherche. Souvent, quand une mère tue un enfant, elle se débarrasse de son corps dans l'eau. Ça aurait aussi pu être le petit ami de la mère ou le père. Les policiers croient maintenant que la petite fille a été tuée par ses parents. Ils sont anxieux de trouver l'énigmatique femme que 2 pêcheurs ont vu transporter un contenant mystérieux au large de la baie et revenir les mains vides. Elle a été aperçue de nouveau lors d'une veille pour Baby Grace, mais est disparue avant que les agents aient eu la chance de lui parler. On a suivi cette piste pendant plusieurs semaines, car on jugeait qu'on n'en avait pas de meilleure. Mais leurs recherches s'avèrent stériles. Les enquêteurs émettent une autre hypothèse. La femme et son compagnon ont peut-être découvert le corps de Baby Grace par hasard et s'en sont débarrassés sur l'île. Mais les indices sont rares. Quelqu'un aurait-il tué l'enfant? Ou sa mort est-elle le résultat d'un triste accident? Les policiers se tournent vers le médecin légiste en chef, Stephen Postelnick. Le docteur Postelnick examine le corps et détermine qu'il s'agit d'un enfant de sexe féminin âgé de 2 à 5 ans. Il fournit un autre renseignement troublant. Sa mort était presque certainement provoquée. La fillette est décédée d'un traumatisme crânien. Ce n'est pas le type de blessure qui résulte d'une chute accidentelle. Les enfants tombent tout le temps. Dans ce cas-ci, il y avait eu impact à grande vitesse derrière la tête. Alors il ne s'agissait pas d'une simple chute. Elle avait été poussée ou jetée. Les enquêteurs en déduisent qu'ils sont à la recherche d'un tueur, peut-être d'un prédateur. Mais on ne trouve aucune preuve génétique sur le corps de l'enfant, et ils ignorent jusqu'à son nom. Avant de trouver le tueur, il leur faut trouver la famille de la fillette. On doit associer un nom à la victime. Une fois son identité connue, on pourra peut-être déterminer qui était la dernière personne dans sa compagnie. Le bureau du shérif de Galveston est conscient qu'en raison du peu de pistes à suivre, ils auront besoin d'assistance. Ils font appel aux spécialistes des crimes contre les enfants, le FBI. L'agent spécial Don Gay travaille dans la région de Galveston depuis plusieurs années. Il est le candidat tout désigné pour diriger cette affaire délicate. Comme je connaissais bien la région et les gens, mon superviseur m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai répondu « Absolument. Moi-même, je suis père. » Je me suis demandé qui aurait pu faire ça à cette petite fille, pour ensuite la jeter comme on le ferait avec un tas d'ordures. L'agent Benjamin Stone, qui a souvent enquêté sur des crimes contre les enfants, est aussi affecté à l'affaire. Il a pour tâche de découvrir de quel état la fillette est originaire et comment elle s'est retrouvée dans la baie de Galveston. L'agent Stone consulte la garde côtière afin de déterminer si la boîte aurait été jetée d'un pont ou d'un bateau. Les théories quant à son identité allaient dans toutes les directions. On essayait d'abord de déterminer d'où on s'était débarrassé de son corps. Mais il est presque impossible pour la garde côtière de désigner un emplacement précis. Le canal de Houston est le lieu d'un important trafic maritime international. Alors en théorie, elle aurait pu venir de n'importe où au monde. Et c'était ça notre point de départ. Les enquêteurs savent que la famille de la fillette doit la rechercher désespérément. Ils consultent une base de données de personnes disparues dans la région, mais ne trouvent aucune entrée correspondant à leur victime. Ils décident de faire appel aux médias pour diffuser l'affaire à l'échelle internationale. Le bureau du shérif peut se charger des pistes et des renseignements provenant de la région de Houston et Galveston, mais la portée du FBI peut s'étendre au monde entier.
Il nous fallait l'aide des médias pour faire connaître notre victime. Qui était-elle? On lançait un appel chargé d'émotions.